Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Metal Hunters. Et oui, je sais, cela fait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo et nous nous retrouvons aujourd'hui pour le type de vidéo qui en général plaît à tout le monde, le bilan de l'année, et donc le bilan de 2022. Ne perdons pas trop de temps parce que cette vidéo risque d'être assez longue, mais ceci dit, le temps, on va le prendre, on va prendre le temps qu'il faudra et on va commencer d'ailleurs par s'ouvrir une bonne petite bière parce que ça fait plaisir. Hop. Voilà, donc c'est la bière de Noël de la brasserie du Kercorb qui sponsorise cette vidéo et qui a beaucoup de bières à vous proposer. Non, je plaisante, il n'y a pas de sponsor pour cette vidéo, c'est juste une brasserie du coin que j'aime bien. Et d'ailleurs, si vous vous baladez dans la région, dans l'Aude, et que vous passez par Puy-Vert, arrêtez-vous à la brasserie, garantie, vous n'allez pas le regretter. Regardez ce décapsuleur d'enculé de droite. Alors ça, par contre... Aïe aïe aïe, ça commence. Hop, ça fait plaisir. Avec le verre Beer Club irlandais, voilà. Ah, on met tout ou pas? Allez. Bon, faut pas que je commence comme ça parce que sinon... Ah là là. Eh ben allez, on y va. Si 2021 n'avait malheureusement pas été super niveau concert, en 2022 on a pu voir quelques shows assez sympathiques. Certains l'étaient bien moins, et là directement il y en a un qui me vient en tête. Ma déception concert de l'année, c'était Carcass en première partie de Behemoth et Arch Enemy. La bande à Jeff Waters n'avait clairement pas envie de jouer ce soir-là, ça se voyait, ils étaient en pilotage automatique et c'était extrêmement décevant, surtout lorsqu'on sait qu'ils ont la carrure nécessaire pour foutre une branlée aux deux autres groupes. Donc voilà, ils étaient là, ils ont joué en faisant un peu le pote, comme on dit chez nous, c'était vraiment pas top à voir. Mais au final, les concerts que j'ai vus étaient plutôt bons. Hein. Qu'est-ce que j'ai vu qui m'a bien plu? Asphyx au Bagos Metal Festival, bien sûr, j'ai fait une vidéo, allez y jeter un coup d'œil. Dream Theater à Belfast, sur Dublin, j'ai pu voir Primordial, Dark Tranquillity, Devin Townsend, Evergrey. Donc ouais, pas mal de bonnes choses. J'ai aussi vu Epica qui a failli être dans mon top 3 parce que je me suis rendu à Tilburg pour les voir, c'était leur concert des 20 ans. Un concert avec pas mal de surprises. Sahara Dust était en première partie et ceux qui connaissent la formation hollandaise savent que le premier nom d'Epica c'était Sahara Dust. Alors qu'est-ce qu'on a eu en première partie? Tout simplement Epica qui reprenait des vieilles chansons. Dans un décor minimaliste, pareil les habits, pas de trucs bien extravagants. C'était très sympathique. Au final, on a eu plus de 2 heures de concert, hein, c'était bien, la setlist était bien fichue, même s'il y avait quelques titres que moi j'aurais personnellement enlevé, surtout les nouveaux titres, vous savez, de l'IP, The Alchemic, je sais pas quoi, chanson en duo avec un mec de Shining qui était clairement pas de la veine d'Epica, vraiment pas bien, ouais. Déception. J'ai pas trop aimé la salle aussi, enfin c'était une belle salle mais on était vraiment beaucoup, on est tout serré, c'était assez désagréable. Voilà, c'est peut-être les raisons pour lesquelles Epica ne figure pas dans mon top 3, mais néanmoins j'ai passé un bon moment. Mon top 3 des meilleurs concerts 2022 avec en troisième position Arch Enemy qui avait donc Carcass en première partie et qui ouvrait pour Behemoth, c'était à Dublin. Et pourtant là aussi les musiciens n'avaient mais vraiment rien à foutre de jouer. Une honte. On avait limite envie de leur proposer de mettre des samples et de quitter la scène pour que nous puissions éviter de voir leur tronche de con en train de faire la gueule. Allez, peut-être D'Angelo montrait un peu plus d'enthousiasme que ses camarades, hein, en headbangant, en regardant le public, parce que les autres, c'est vrai, yeux rivés sur les manches, pas un regard vers le public, rien à foutre, c'était juste affligeant. Ceci dit, le groupe a un membre qui a sauvé le concert à elle seule, je veux bien sûr parler d'Alyssa qui a fait un travail remarquable. Et vraiment, je suis arrivé au concert avec plein d'a priori sur le groupe, sûr que j'allais m'emmerder. Alyssa m'a montré que j'avais tort. Évoluant avec aisance et naturel, prestance et charisme, une voix nickel et une bonne humeur communicative, elle est très vite parvenue à nous faire oublier les autres branleurs et a clairement sauvé le show. Une playlist au top avec que des titres qui font mouche, dont pas mal de titres du dernier album, voilà. C'était juste à peu près, même pas 1 heure je crois, mais c'était génial. Merci Alyssa. J'ai dit que j'avais vu Primordial à Dublin, et bien les Irlandais se retrouvent dans mon top à la seconde position pour leur concert qu'ils ont fait à Limerick. C'était un concert dans un pub, le Dolan, c'était un petit concert on va dire en famille, juste avec des connaissances, juste avec les copains de Primordial, les mecs d'Into the Void, certains connaissent le label sûrement. Bref, petit comité, bien convivial, pas de gens foutres, ni de touristes, vraiment une ambiance impeccable comme je les aime, on pouvait facilement bouger dans la salle, voilà, tout le monde était content,
nickel. Primordial dans une forme exemplaire, hein, plus de 2 heures de show sans interruption, sans temps mort, sans baisser d'intensité. Alan, une voix au top, avec un charisme toujours à fond, ce petit côté théâtral qu'il a sur scène. Un des meilleurs concerts de Primordial que j'ai vu, si ce n'est le meilleur. Ça n'est suivi, comme souvent avec les shows de Primordial, un after dans le pub avec tout ce joli petit monde. Voilà, une fois de plus, l'ambiance était au top. Et je vous l'en ai mis, qui étaient les 2 derniers mecs à sortir du pub lors de la fermeture vers 2-3 heures du matin. C'était moi et le chanteur de Primordial, voilà. Il a bien picolé d'ailleurs, hein. Et j'ai chopé le Covid, je crois, pendant ce concert. Comme quoi, la grande famille du métal, on partage tout, hein, même en Irlande. Covid, les MST, enfin bon... Et on arrive à la première position de mes meilleurs concerts de 2022. Et là, par contre, c'est la folie. Attendez. Parce que là... Ah putain, c'est bon. Ça c'est bon. Le bière de Noël du Kerkorp, vraiment. Mon meilleur concert 2022, Cavalera, à San Francisco. Max et Igor Cavalera qui reprennent du vieux Sepultura. Et là aussi, je ne m'attendais vraiment pas à grand chose pour ce concert, et je rageais même d'y aller parce que, après avoir pris mes tickets pour ce show, j'avais vu que D-Side jouait. Alors je sais plus où c'est qu'il jouait, si c'était à San Diego ou Las Vegas, vous me direz c'est pas à côté, hein, mais comme j'avais la possibilité de choisir la ville, donc voilà, j'avais pris le ticket, puis j'ai vu que D-Side jouait, j'étais putain, fait chier quoi, t'aurais pu aller voir D-Side au lieu d'aller voir ces espèces de clodos là. Bon, alors déjà, le public. Que des trous, cheveux longs, t-shirt porté 58 milliards de fois depuis 85, tout, vous savez les t-shirts noirs délavés là qui tournent au gris, des têtes de vieux redneck, des bons vieux mexicains comme on les aime. Écoutez, c'est très simple, je pense que plus de la moitié du public venait d'Amérique latine. Ça parlait plus espagnol qu'américain, je me suis régalé, je peux parler un peu espagnol en plus, c'était parfait. Et pour le reste, je dirais que 25% les gars... Je sais pas si vous avez vu des films comme Deliverance ou quand il y a des rednecks, ou c'est des types comme ça qui arrivent à peu près, des gars avec des... Comment ça s'appelle alors, ces t-shirts de basket là, super longs, là, jersey shirt ou je sais pas quoi. Voilà, des coreux qui viennent tout droit de New York avec la cicatrice là comme ça, la violence. Bonne ambiance quoi, bonne ambiance. Ça fume des 5 feuilles, ça boit des bières tranquillou, sans gueuler, sans dire ouais l'apéro, les gars ils sont posés dehors dans la rue, ils foutent pas le bordel. Des gars très gentils aussi, j'ai parlé avec énormément de personnes, il y a un type qui avait vraiment l'air de venir du fin fond du Wisconsin, qui a voulu absolument me payer une bière, il m'a bu la bière là, après il a pas voulu que j'en paye une autre parce qu'il était trop saoul, je l'ai retrouvé contre un poteau à moitié éclaté, ah ça va, yeah. Une salle très belle, Great American Hall, c'est une sorte de vieux théâtre. Bon, c'est pas vraiment le genre d'endroit dans lequel on mettrait du trash, mais bon, c'était joli à voir. Les premières parties étaient géniales, j'ai d'ailleurs découvert Cephalic Carnage, gros death, voix de porc, délire de mongolien sur scène, voilà. Que demander de plus, ils ont bien chauffé la salle. Et Cavalera, eh bien, écoutez, pour moi, Mas Cavalera, c'était une espèce de zadiste pleine de maladies de peau, qui avait des locks dégueulasses, et dont la seule place était peut-être ouais, une flaque de pisse à l'entrée de la Warzone du Hellfest, mais sinon c'est tout. Donc c'était un ignoble zadiste horrible. Je connais pas trop Sepultura, donc c'est pour ça que j'avais hésité à aller voir ce concert. Mais bon, je suis pas aux États-Unis tous les jours, donc je me suis dit c'est l'occasion, tu y vas. Ben foutre Dieu, quand Max est arrivé, déjà le type, on peut pas le louper. 2 mètres cubes, un gros porc le gars, veste à patch avec que des groupes trous, les back patch c'était Mayhem et Watten, cheveux blonds, propres, nickel, voix, le gars il commence, oh ça s'en fout la merde, brrr. Fini. Une voix bien caverneuse et tracheuse et les vieux brûlots de Sepultura qui s'enchaînent avec intensité et violence. Une tuerie. Dans le public, c'était l'ultra bagarre, la température a pris 10 degrés, ça slame, ça boucote dans tous les sens. Max Cavalera, même s'il bouge peu, il est de bang autant que son corps le lui permet, ses musicos suivent nickel, le frère derrière à la batterie, intense de fou, voilà, c'était... En plus le son c'était la maladie mentale ultime. Le son c'était la maladie mentale ultime, je devrais vraiment postuler moi pour écrire des live reports dans Rockard ou un truc pro comme ça. Maladie mentale ultime. Ah putain. À un moment donné, Jazz Becerra, probablement avec 4 grammes de coke dans chaque narine, monte sur scène et nous balance 50 what the fuck et autres fuck.
Les gars, ils reprennent du Possess. Voilà, les gens, ils deviennent encore plus fous. Jeff Becerra, il tient plus en place. Il est là comme ça. À un moment donné, j'ai vu le moment où le gars, il allait prendre son élan, se lancer dans le public en gueulant. C'était la folie. J'ai pris un pied énorme. J'ai même pris un t-shirt, regardez. Ça c'est un t-shirt de trou. Hein. Bon, un peu grand parce que les Américains, c'est quand même des gros parts. Et en plus, c'était pas fini parce qu'à la fin du concert, lorsqu'on sortait dans la rue, il y avait un bus qui était aménagé et dedans, il y avait un groupe qui faisait un concert. Voilà. Donc il y avait un groupe dans un bus qui a fait 20 minutes de concert dans la rue, tranquille, avec les gens qui étaient devant, qui banguaient, qui pogotaient. Et là, on plongeait encore plus dans la folie parce qu'à côté, c'était le quartier Tenderloin. Je sais pas si vous connaissez ce quartier. Je suis allé voir. Des crackers qui pissent leur sang par leur nez, il y a des flaques ignobles, un coup de feu, c'est génial les États-Unis. Au concert dans la rue, les gars commencent à se battre et tout. Moi j'étais à 88 000 grammes au moins. J'avais envie d'y aller là, il me tardait qui me touche là. Puis la sécurité qui arrive avec des sifflets. Oh les trisomiques là, qu'est-ce qui se passe? J'espérais limite que les flics arrivent, vous savez, dans les gros Hummers avec des flingues là. C'est qui a dit à cap? C'est toi sale pute. Blam. Cher. Enfin bref. On s'est bien amusé, c'était super. Une très bonne soirée, de loin le meilleur concert 2022. Alors je sais que le côté dépaysement joue grandement dans mon appréciation du concert, hein, parce que voilà, c'était un nouveau public, un nouvel endroit, l'excitation d'être dans un autre pays et tout. Mais je pense que si j'avais vu ce type de concert, par exemple à Toulouse, ben, j'aurais aimé autant. Vraiment, je m'attendais pas à ça de Max Cavalera. Comme je disais, moi je le prenais pour un clochard parce que tous les trucs que je lisais sur Rockars dépeignaient un individu qui arrivait toujours défoncé, sale, avec ses baguilles dégueulasses, ses looks de merde. Et voilà, c'est pour ça que j'avais pas trop envie de le voir. Mais vraiment, je sais pas ce qu'il a fait, le mec, s'il a fait cure de détox, s'il a pris une douche ou quoi. Il envoie du lourd. Vraiment, pardon Max. Si je te vois, je t'offrirai une caisse de bière de Noël. Yeah. Allez, nous allons passer aux albums maintenant. Donc cette année, j'ai écouté 28 albums, hein, plus ou moins correctement. Et ce dont je suis sûr, c'est que ma déception de l'année, c'est Modern Primitive de Septic Flesh. Alors je sais que cet album va finir dans pas mal de tops, mais en ce qui me concerne, ben, je me suis assez ennuyé. J'ai l'impression que tous les titres sont interchangeables, et pas simplement dans cet album, hein, même avec les deux autres qui sont sortis avant. Bah, pareil pour les pochettes, regardez ces pochettes là, faites par Seth, putain, c'est sans saveur, sans relief, c'est des trucs trafiqués 3 milliards de fois, putain, qu'est-ce que j'aime pas ça. Et la musique, bah, c'est pareil, ça se veut grandiose, explosive, grandiloquent, mais c'est tout aseptisé, ça m'emmerde en fait, ça m'emmerde. Si je peux trouver un équivalent au cinéma, c'est Marvel. Voilà, Marvel, blockbuster, le gros son, les grosses images, les explosions. Mais au final, ça m'emmerde, ça fait chier, on est là, on regarde Marvel, c'est nul, c'est nul. Donc voilà, Septic Flesh, déception de l'année, poubelle. Brazzers. Bon, je l'ai payé quand même, donc on va pas le jeter, mais ça pourrait. Et en plus, comme je suis con, je l'ai pris dédicacé, donc ça coûte encore plus cher. Bon, je le mets à la poubelle finalement. Maintenant, on va voir quelques mentions spéciales d'albums que j'avais sélectionnés pour mon top, mais que j'ai dû retirer parce que je voulais me limiter juste à 10, donc je vais les prendre, ils sont là. Pas dans un ordre de préférence, vraiment au hasard comme ils viennent. Back Home de Spheric Universe Experience, c'est un groupe français, titre impactant, c'est bien pro comme j'aime, c'est bien foutu, bien produit, vraiment nickel. The God Machine de Blind Guardian, donc ça c'est peut-être l'album qui a été injustement écarté puisque je l'ai reçu tardivement pour Noël, je l'ai peut-être pas assez écouté, mais bon voilà, c'est comme ça. Encore un petit bijou des Allemands, on reconnaît bien le style, hein, notamment au niveau des guitares, au niveau du chant aussi, il y a plein de bons titres, mon favori étant Secrets of the American Gods, voilà, c'est nickel, encore un bijou de la part de Blind Guardian, Speedrun. Ça veut rien dire, mais speedrun. Revealing Time de Starone. Alors, Ian Lucassen, qu'est-ce qui se passe? T'es même pas dans mon top? Alors que j'étais sûr que j'allais le mettre premier, celui-là, à un moment donné. Hein. Et finalement, je dois dire que l'album m'a un petit peu lassé sur la durée. Donc, c'est toujours du bon Ian Lucassen. On reconnaît sa patte, ce prog très atypique. On se régale. C'est un bon album, hein, vraiment, j'insiste là-dessus, c'est pas parce qu'il n'est pas dans mon top 10 qu'il est à jeter. Petit point négatif pour moi, il y a trop de monde, du coup cet album sonne plus comme un Arion plutôt qu'un Star One, il aurait dû simplement se cantonner à faire venir vraiment le line-up de Star One avec Russell Allen, Damian Wilson, Floor Jansen, le type de Edge of Sanity dont j'oublie le nom, donc un peu trop de monde, mais bon voilà, c'est un album assez intéressant qui
qui passe sur pas mal de styles hein, quand on écoute. Il y a du power, il y a des trucs un peu plus rock, mais toujours avec la patte d'Ariane, donc c'est du bon boulot. C'est pas parce qu'il est pas dans mon top 10 qu'il faut le dénigrer. On va le mettre là, tiens. Attention, hein. How What the Future Holds, The Fit for an Autopsy. Un groupe que j'ai découvert cette année en soirée. Un pote avait mis une musique d'un ancien album, et vraiment le côté puissant de la musique, ça m'a mis sur le cul direct. Faut dire, j'y connais pas grand chose en deathcore, il va falloir que ça change du coup. Des gros breaks bien efficaces, des chansons mid-tempo bien lourdes, cette voix aussi bien puissante, la prod est excellente. Un petit côté Gojira sur pas mal de titres, peut-être un peu trop prononcé, je dirais. Donc voilà, c'est une de mes découvertes de l'année, là, ce groupe. J'ai même pris un t-shirt, d'ailleurs. Je vais venir d'Australie, me semble. Je me régale. Franchement, la violence. Je vais mettre là. Allez, petit plus pour finir. Ah putain, le sol est bas. Ordali de Véhémence. C'est cassé, ça y est. Non. Ordali de Véhémence. Peut-être que je m'attendais plus avec cet album. Faut dire que je l'ai assez attendu. Mais voilà, j'ai écouté. Je voulais pas l'écouter sur YouTube ou autre. Je voulais vraiment recevoir mon album. Et du coup, j'ai écouté De Feu et d'Acier un nombre incalculable de fois. Cette chanson est un pur chef-d'œuvre. Et je trouve que les autres titres ne tiennent pas n'ont pas la même qualité que cette première chanson. Néanmoins, on a là un excellent album de black médiéval. Encore une bonne production d'antique. Et ça, je pense que ça va se retrouver dans pas mal de tops aussi. Entrons dans le top 10 maintenant avec en 10e position Endless Horizon de Galderia. J'avais déjà fait une chronique de ce groupe, c'est un groupe français qui vient de Marseille et qui nous propose un power metal très joyeux dans la veine de Gamma Ray. Même si avec Endless Horizon j'ai l'impression que les Marseillais s'éloignent un petit peu de cette comparaison avec le groupe allemand. On a clairement là une musique qui met de bonne humeur, déjà musicalement, mais aussi au niveau des paroles, c'est toujours plein d'espoir, d'enthousiasme, de lumière. Et c'est vrai que des fois, moi quand je passe des mauvaises journées, au boulot ou autre, je me mets un petit Galderia, et d'un coup, ça va mieux.
Voilà. Ça marcherait même sur les trous blaqueux, vous savez, les mecs qui sont là en concert, et ouais, c'était mieux avant, moi j'écoute Bordeaux, je vais voter Zemmour. Les gars, ils écoutent Galgaria, ils vont commencer à danser comme ça, à faire des rondes, ils vont enlever la tour Eiffel et bâtir un colosse de 15 ans. Donc vraiment, Galgaria, super. C'est extrêmement entraînant et fédérateur, et ça me fait plaisir de les mettre dans mon top 10, parce que ce sont des braves gens qui font de la bonne musique. 9ème position pour Wesel de Home. C'est ma découverte Bandcamp de l'année, donc c'est un groupe de black metal allemand avec des touches de folk sans pour autant tomber dans la musique folklorique. Ça donne à la musique un côté nature, et d'ailleurs c'est excellent d'écouter ça lorsque vous êtes dans la montagne en buvant une bonne bouteille de vin, ou ça là. Les titres peuvent s'avérer parfois très rapides avec un côté... je dirais pas festif parce que ça reste quand même sérieux, mais c'est le rythme du chant qui a ce côté un petit peu folk. Des fois, c'est beaucoup plus lent, beaucoup plus mélancolique. Par exemple, sur le premier titre, qui a déjà un rythme assez rapide, on va dire, survient de façon assez surprenante une partie de guitare sèche au rythme encore plus effréné. Et c'est vrai que je rigole parce que la première fois que j'ai écouté ça, j'imaginais que dans le studio était rentré un hobbit à moitié à poil, ivre et fou avec un banjo et qui commençait à jouer comme un dément. A l'inverse, pour le dernier titre, le titre éponyme, eh bien, on a un rythme beaucoup plus lent avec des chœurs. C'est assez triste, vraiment. Je sais pas ce que ça raconte parce que les paroles sont en allemand, j'ai pas trop compris. Et là, du coup, moi, une fois, je rigolais, je vous partage une anecdote, parce que j'imaginais que le mec qui chantait, c'était le type de Forgotten Wisdom déguisé en moine, voilà. Et que pendant le refrain, il se lamentait que, une fois de plus, les récoltes allaient être ruinées par les insectes et le climat, et que des enfants allaient mourir, et qu'en plus que la peste arrivait. Ça me faisait marrer, voilà. Bon. C'est pas parce que ce disque me fait délirer qu'il est dans mon top, c'est vraiment de la bonne musique. Ne soyez pas trompés par ma connerie. Sachez que je suis fou. En 8ème position, j'ai mis Survive de Stratovarius. Stratovarius qui, tranquillement, dans son coin, continue sa belle carrière en nous offrant de bons albums qui nous prouvent pourquoi ils sont les patrons et pourquoi ils méritent de tourner en tête d'affiche, même si ces tournées ramènent de moins en moins de monde. Malheureusement ou pas, parce que moi j'aime bien les petits comités, mais c'est vrai que pour Strato c'est un peu triste, quand on sait d'où ils viennent et tout ce qu'ils ont apporté comme influence, je pense que les gens de nos jours préfèrent des groupes comme Powerwolf ou Sabaton, c'est comme ça, c'est dommage. Alors aucune surprise dans ce Survive, et tant mieux, c'est dans la digne lignée des albums précédents, du bon power metal comme on aime, rempli de refrains fédérateurs pour un groupe qui connaît ses limites et qui s'y contraint, voilà, de toute façon on n'attend pas plus de Stratovarius, je n'attends pas plus de Stratovarius, j'ai bien aimé cet album, bien joué. 7ème position pour Days of the Lost de The Halo Effect. Qu'est-ce qu'on a lorsqu'on réunit des membres anciens ou présents d'ailleurs d'Inflame avec le chanteur d'Untranquility? Eh bien on a du death mélodique très pur, de très bonne facture. Voilà, sur chaque titre les mecs ils ont mis une étiquette Made in Gothenburg, histoire que personne ne se trompe, et c'est super. Days of Lost régalera ceux qui regrettent le vieil Inflame, mais aussi ceux qui apprécient le style. Donc là aussi, comme pour Stratovarius, on n'a vraiment pas trop de surprises. Si ce n'est peut-être quelques titres avec de la voix claire. On sait que Michael Stan aime bien utiliser sa voix claire désormais. Donc là, c'est peut-être le petit plus que nous allons retrouver. Mais sinon, c'est du death mélodique de très bonne facture. Et ça fait plaisir. Voilà. 6ème position pour, je vais lire parce que c'est long, A Heartless Portrait of the Orphan Testament d'Evergrey. À peine un an après la sortie du génial Escape of the Phoenix, Evergrey nous revient avec un album, tranquille. J'ai beau avoir confiance en la formation d'Englund, j'avais peur que les mecs nous reviennent un peu trop rapidement. À croire que les types débordaient de bonne inspiration, puisque ce disque, forcément, il est très bon. Une fois de plus, mon ressenti à la première écoute était plutôt du genre, moi c'est pas mal, et puis après plusieurs relances, j'étais là, putain mais ce disque, superbe, superbe. Et on n'a pas du tout les fonds de tiroir de Escape of the Phoenix, puisqu'on a quelque chose de clairement différent, les nappes de clavier installent une ambiance complètement différente, plus onirique, moins puissante. On trouve quand même des titres très impactants, avec des grosses guitares, avec ce style un petit peu moderne qu'Evergrey a depuis plusieurs albums déjà. Je veux bien sûr parler de Call of the Dark, c'est ça ? Oui, ou Save Us, et on a aussi des titres un peu plus posés, de sortes de ballades, toujours dans la pure lignée d'Evergrey, avec une musique assez profonde, des paroles aussi qui sont, mine de rien, assez travaillées. Vraiment, encore une fois, un bel album. Est-ce qu'ils vont nous sortir un album pour 2023 ? À voir, mais en tout cas, j'ai confiance. Pour le coup, j'ai confiance.
5e position pour Voices in the Sky de Brimir. Je sais pas si je prononce le nom du groupe correctement, mais bon, là c'est plutôt le Brimir du terroir. Donc Brimir. Eh bien, le précédent album m'avait plu, je les avais découverts avec ce disque, et il avait même fini dans mon top 10. Je trouvais qu'ils apportaient une petite nouveauté dans la sphère du death metal mélodique, notamment au niveau des claviers qui étaient extrêmement présents et qui apportaient un côté éclatant et lumineux à la musique. Alors cet aspect-là sera moindre sur cet album, puisque j'ai l'impression qu'ils ont rajouté une touche d'obscurité, sans pour autant, je vous rassure, tomber dans la noirceur la plus totale. Les titres sont efficaces, ils poussent bien les refrains, soit avec des envolées de clavier, soit avec des chœurs qui renforcent le tout comme il se doit. Le squelette des chansons est peut-être un peu trop simpliste pour certains, mais pour moi, ça me va, ça va droit au but, pas besoin d'en faire plus. Et au final, nous avons un disque de death metal mélodique qui, mine de rien, se démarque des autres formations, sans problème, et qui est très agréable. Vous pouvez vous en douter, on va le mettre à côté d'Halo Effect, regardez. Quatrième position pour Devocio de Bezmash. Alors Bezmash, comment j'ai connu ça? J'ai connu avec les livres de Pierre Avril sur le black metal. Plus tard, Redmar le chanteur avait été interviewé dans Le Secret des Dieux. Alors vous me direz, ce n'est que le chanteur, il compose rien, il compte pas, mais bon, il faut quand même parler de Bezmash. Et cet album, mine de rien, on trouve des chroniques un peu partout sur internet, notamment une sur Trashcore. Et moi je trouvais ça un peu bizarre que cette formation ait autant de visibilité, parce qu'on m'avait toujours dit, attention c'est du NSBM, n'écoute pas, etc. Bon, fort probable qu'avant c'est un peu tendancieux, mais quoi qu'il en soit, Devocio, c'est pas du NSBM, c'est un très très bon album de black metal, français en plus. Et oui. C'est hargneux, plein de colère, et d'ailleurs cette colère on peut la voir directement dans le titre éponyme, Devocio, sublime, intense. On peut avoir des mélodies qui sont très entraînantes et qui marcheraient impeccable en live, comme dans Le sang contre l'or. Ou bien, notamment, je pense à une mélodie qui est très touchante et irrésistible dans La chanson des forges. Vraiment nickel, et cela prouve à quel point cet album, mine de rien, est très versatile. On a de belles paroles, magnifiquement interprétées par Redmar. Alors moi qui aime Anorexia Nervosa, je suis content de retrouver son chant qui en plus va être tantôt chanté, tantôt crié, tantôt juste parlé. Donc c'est très bien fait de ce côté-là. Et finalement, Devocio de Bezmash a été un de mes premiers coups de cœur de 2022. Voilà, dès que j'ai écouté le disque, je me suis dit putain ouais c'est génial, il faut que tu l'achètes, que tu l'aies. Et en plus il se paye le luxe d'avoir un excellent digipack, donc un peu dur à sortir. Ah non en fait, parce que c'est gros en fait, mais il y a un gros digipack, c'est bien, le livret est bien illustré avec des notes explicatives sur les chansons, donc vraiment nickel. On va être là, tiens. Et bien l'enfer et les morts, dans la famille ou le siècle persiste. Quand les meilleurs, le courage, le sabbat, reste celui qui témoigne et résiste. Le vent me murmure que si c'est que tu es, et qui sera ce qu'elle s'est fait. Quand le tas et le sexe y arrivèrent, ces paysages, ces chambres belles, pour ne laisser que la rivière exister. De mes rêves, l'inachevé. Troisième position pour Destroyer 666 avec leur album Never Surrender. Alors je boudais un peu le groupe parce que je les avais vus sur Dublin en 2013 et le chanteur avait été vraiment exécrable, à insulter le public, à faire la gueule. À la fin il est parti en faisant des fucks, il s'est tiré de la save, je sais pas s'il est de mauvaise humeur ou pas. Mais finalement ça m'avait refroidi, j'avais plus jamais écouté Destroyer 666 jusqu'à cette année où par hasard je me suis mis le titre Guillotine que j'ai trouvé très bon et j'ai acheté l'album et j'ai bien fait.
Eh oui. Alors du coup, je n'ai pas trop suivi la carrière des Australiens, mais j'ai l'impression que cet album est beaucoup plus mélodique que de ceux que j'ai pu écouter avant. Certains pourraient leur reprocher d'avoir beaucoup moins d'amertume et de colère que sur les précédentes productions. La mélodie adoucit bien sûr le tout, mais ça reste quand même une musique assez énervée, de par certains riffings ou de par les paroles. Dans un sens, ça me fait un peu penser à Creator, bien que Creator est beaucoup plus doux maintenant. C'est un peu un bisounours, Creator, qui a sorti un bon album aussi, j'aurais pu le citer. Mais voilà, ça reste quand même assez énervé. Et au final, moi j'adore ce mélange entre black trash, qui a un peu les glandes, et mélodie. Je trouve que ça marche très bien. Et je serais bien embêté de vous citer un de mes titres préférés, parce que vraiment, cet album, je l'écoute toujours d'une traite. Et c'est régal sur régal sur régal. C'est que des tubes pour moi. Savage Right et ses chœurs furieux. Guillotine et son refrain superbe, ou encore Andrasté avec son riffing somptueux et ses chœurs qui arrivent vers la fin, qui sont, une fois de plus, irrésistibles. On a l'impression que c'est... Bon, moi j'ai toujours des images un peu à la com, j'imagine des mecs dans une taverne qui s'énervent d'un coup, qui disent ah putain, hein, on va pas se faire baiser par des mecs de Castres là, le stade là, on va prendre le bonus offensif. Non, vraiment une belle surprise là, ça me donne limite envie de réécouter mes anciens albums de Destroyer 666. Mes anciens albums, j'en ai qu'un, mon ancien album. Attends, on va le mettre là. Seconde position pour Dividing Lines The Threshold. Excellent album de prog qui a failli finir premier, à l'instar de leur précédent album Legend of the Shrine. Même si la tâche paraissait insurmontable, je trouve que Dividing Lines est bien supérieur au précédent album, peut-être parce qu'ici, à mon sens, il y a beaucoup plus de titres que l'on retient avec plus de facilité lors des premières écoutes. King of Nothing qui est somptueux, Land Burn, Haunted, Complex, nickel. En une écoute, on récolte énormément de merveilleux passages, de merveilleux moments qui s'intensifient bien sûr lorsqu'on repasse le disque. Malgré tout, attention, les Anglais ne sont pas tombés dans la facilité, évoluant toujours dans un métal progressif qui marie technicité et légèreté, sachant doser ces deux aspects de la musique avec brio. Une qualité qui ne décroît jamais, un chant superbe, Glenn Morgan nous prouve une fois de plus qu'il peut remplacer sans problème Wilson ou encore le regretté McDermott. Et donc voilà, seconde position pour Threshold, qui, je le reprécise, parce que je l'ai beaucoup aimé cet album, il a failli finir premier, tant c'est un magnifique disque qu'on va mettre ici, voilà. Et nous arrivons au bout de ce top 10 de 2022 avec mon meilleur album de 2022. Et vous n'êtes pas prêts, je vous le dis, vous n'êtes pas prêts. Je n'ai plus de bière, mais c'est pas grave parce que regardez ce que j'ai ici. Aïe. J'ai Vendange de nuit, Merlot 2020, du Sieur d'Arc qui sponsorise cette vidéo. Quand même pas un bon vin de chez nous, ça. Franchement. Si vous êtes dans la région, que vous allez à Puyvert boire de la bière, repassez sur Limoux et allez acheter ce Merlot. Si vous aimez le Merlot, c'est nickel. Il est pas cher. Si vous allez à la cave, c'est 7 €. Même pas, 6 je crois. Quand même pas mal. Hop, allez, le Père Noël, c'est Noël. Je mets ça là, tiens. Voilà. Avec véhémence, là, Hivermore, il aime bien le vin. Donc voilà, la fin de ce top de Mongolien, une fois de plus, il y a de tout. De la musique qui énerve, de la musique qui rend joyeux, des trucs de gauche, des trucs de droite, c'est la folie, personne n'y comprend plus rien. Allez, sans plus tarder,
le numéro 1. Deceivers de Arch Enemy, et putain, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Si je m'attendais à ça, hein, parce que tout comme pour le concert de Dublin, le groupe partait perdant, hein, je peux vous le dire. Alors pourquoi cet album partait perdant? En ce qui me concerne toujours, j'imagine que c'est toute la hype qu'il y a toujours eu autour de Arch Enemy à chaque sortie. Ces fans un peu cons, voire complètement cons, qui écoutent un titre et ça y est, meilleur album de l'année, du monde, de la décennie, de la galaxie. C'est effroyable, ça m'a agacé, comme chaque fois. Mais après l'avoir écouté, je dois me rendre à l'évidence, même avec toute la mauvaise volonté du monde, cet album est génial et il n'y a rien à jeter. Alors au début j'avais un peu peur que cet ajout de voix claire détruirait un peu l'essence de Arch Enemy, mais pas du tout, au final c'est un plus appréciable et le style lui ne change pas, voire même il est au top de sa forme. Les passages à la guitare nous montrent Michael Amott inspiré et font de la six cordes plus que jamais l'instrument crucial d'Arch Enemy. Et je dirais même plus que ce n'est pas plus mal que Jeff Loomis ne soit pas autorisé à s'exprimer plus librement, parce que je pense que s'il mettait vraiment sa patte, ces passages déstructurés, de petits côtés loomisiens, de vermorien, ça collerait pas super bien avec Arch Enemy, les gens comprendraient pas trop, donc c'est bien, Jeff Loomis il arrive, il joue ce qu'on lui donne à jouer, et il donne pas plus. C'est pas plus mal, ça reste comme ça je crois. Au programme, des titres mid-tempo qui rentrent bien en tête, qui marchent bien comme il faut, bien heavy, comme In the Eyes of the Storm. Des refrains de tueurs comme dans The Watchers, putain sublime, et House of Mirrors, ces deux titres en live, voilà, ça passe crème. Ces fameux rajouts voix claires, on peut les trouver un peu partout, notamment dans Handshake with Hell, et ils font de ce Deceivers une des meilleures contributions d'Alyssa, puisque son panel vocal est bien sûr plus grand et beaucoup mieux utilisé. Et je le souligne encore, malgré ces ajouts de voix claires, Arch Enemy est à grande forme et Deceivers nous régale. Alors bien sûr, si on y regarde de plus près, il n'y a pas grand chose de nouveau sous le soleil dans cet Arch Enemy, le style reste ce qu'il est, mais bon, vous avez vu mon classement, il y a plein de groupes qui font le même style depuis des années et qui nous régalent pourtant, et je vous rappelle que l'année dernière j'avais mis Asphyx en numéro 1, pourtant Asphyx, qu'est-ce qu'ils font? Ils font du Asphyx, point barre. Et je pense que là on a un petit point commun entre l'album d'Asphyx et Arch Enemy, pour moi bien sûr, c'est que chaque fois que j'écoute ce titre, je prends mon pied, j'ai envie de le finir, une fois qu'il se termine, j'ai envie de le remettre. C'est vraiment, vraiment une très grande surprise et un très grand album. C'est bien. Et ça c'est bon, hein.
Voilà, c'est tout pour moi. Maintenant, c'est à vous à me partager vos tops, ceux de vos potes, ceux de vos chiens et de vos chats. Vos tops qui finiront sur mon blog. Je laisserai l'adresse en description et qui alimenteront un classement général afin de voir quels sont les albums qui ont été le plus appréciés dans cette année 2022. Sachant qu'en 2021, l'album qui est arrivé en tête, c'est Necroceros d'Asphyx avec, je l'ai là, pas énormément de points, hein, juste 68 points, à savoir que l'année précédente, Draconian avait récolté plus du double, je crois, hein, donc voilà, Asphyx qui s'est tiré la bourre avec Mastodon et avec Herzl. Alors Herzl, je suis désolé, mais bon, je suis pas fan de ce revival hard rock français, mais Herzl, j'ai rien trouvé de faramineux. À un moment donné, il était premier, je me suis dit, me dis pas que ça va finir premier, parce que sinon j'arrête le métal, je sais pas, je me fais des locks et je deviens le nouveau Max Cavalera, le Max Cavalera zadiste, hein, et j'arrête tout, quoi. Donc ouais, Asphyx, bah c'est bien, hein, c'est bien qu'Asphyx ait fini premier, moi ça me fait plaisir, hein, un album de métal honnête, bien efficace comme on aime. Puis Asphyx, ce sont des bravos aussi, hein, faut le savoir. Alors 2022 pour Metal Hunters, ben ça envoyait pas trop du lourd, j'ai pas fait énormément de vidéos, il y a eu pas mal de passages un peu avides, bon, faut dire que j'avais autre chose à faire aussi, mais néanmoins, ben, il y a des vidéos qui m'ont plu, le Vagos était sympa, j'ai fait la vidéo des 10 ans, mais bien sûr ma vidéo favorite de 2022, sans aucun doute, c'est celle de Love Lover, c'est d'ailleurs une de mes préférées de la chaîne, je trouve que je l'ai bien faite, je prends plaisir à la regarder encore une fois. Il n'y a pas grand chose que je changerai dans cette vidéo. Bon, il y a toujours des trucs que je corrigerai, hein, ça changera jamais, mais je suis assez fier de cette vidéo. J'aimerais faire la suite, donc finir la discographie de Life Lover, puisque c'est un groupe mort, mais voilà, ça demande un décor assez particulier, des invités, et surtout une invitée. C'est pas impossible, mais ça va être très très compliqué. Voilà, donc pas trop de vidéos en 2022, ben dites-moi aussi, dites-moi quelle est la vidéo qui vous a le plus plu en 2022, pour voir. Et rassurez-vous, je pense qu'en 2023, je ne vais pas attendre 3 mois avant de faire une nouvelle vidéo. J'ai déjà des idées de chroniques, le genre de chroniques qui peuvent s'écrire assez vite, se tourner assez vite et bien sûr se monter assez vite. Donc, ouais, je pense que ça va arriver assez vite. Après, on verra bien sûr selon le programme, la motivation et tout, hein, parce que je ne vais pas non plus me forcer, mais Metal Hunters va continuer, ne vous inquiétez pas. En attendant, écoutez, encore une fois, laissez vos tops dans les commentaires. Hein, je ne demande jamais de commentaires, sauf une fois dans l'année, c'est pour les bilans. Donc allez-y, faites-vous plaisir. Et puis on se retrouve, je vérifie si je n'ai rien oublié. Soyez sages, donnez-moi vos tops. Soyez raisonnables. Hop, quand même, on va pas gâcher. Ça c'est bon aussi, hein. On boit des bonnes choses par chez nous. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, bien sûr, stay metal! J'ai comme une impression, je suis pas sûr, hein, mais je pense que en 2023 je vais être assez con. Déjà 2022 c'était chaud, hein, mais 2023, oh putain. Bonjour.